Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la version 24H2 de Windows 11, donc 24H2, deuxième semestre 2024. Je vous rappelle que depuis 2 ans, je crois maintenant, en tout cas depuis en particulier le passage à Windows 11, Microsoft a changé la manière de déployer les versions de Windows. On en a maintenant plus qu'une par année, donc ce sera la 24H2 cette année, avant on en avait 2 par année. Mais par contre, il y a des mises à jour fonctionnelles, des mises à jour Moment, que je vous couvre en vidéo en général pour vous montrer en quoi ça consiste, plus régulièrement au cours de l'année, et donc ça permet d'avoir un équilibre entre les versions importantes de Windows. Alors vous pourrez tourner en 23H2, vous pourrez tourner en 24H2 en fonction de votre compatibilité matérielle, en fonction de ce qui arrive et de ce qui s'en va de Windows, si vous ne pouvez pas faire la mise à jour. Et puis vous bénéficierez quand même, à côté de ça, de toutes les mises à jour fonctionnelles qui viennent s'ajouter sur les versions de Windows 11 qui sont maintenues. Donc par exemple la 23H2 et la 24H2. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair entre mise à jour de fonctionnalités et mise à jour de version de Windows. Il y a plusieurs versions de Windows qui sont maintenues, et dessus vous avez les mises à jour de fonctionnalités qui viennent s'ajouter. Dans cette version-ci 24H2, le cœur de la nouveauté, c'est l'IA. C'est exactement là-dessus que je vais faire l'impasse, puisque je pense que c'est à la marge, pas que l'IA en soi soit à la marge, mais que, en tout cas, tout ce qui est Copilot Windows n'est pas déployé officiellement en Europe et en France. Donc vous ne pouvez pas, en tant qu'utilisateur, si vous suivez la méthode, on va dire, d'installation classique de Windows, en bénéficier. Il va falloir attendre, ça va pas tarder, mais il va falloir attendre un petit peu encore. Et donc, de toute façon, pour moi, c'est des fonctionnalités à la marge, et je vous ferai des vidéos dédiées quand il y aura des fonctionnalités d'IA déployées pour Windows 11. Et puis en plus, elles sont assez problématiques, les mises à jour IA de Windows 11, dans leur implémentation, ça tient pas vraiment la route pour Windows, hein, et dans leur fonctionnement. Vous allez voir, avec cette version-ci en particulier, de Windows 11, il y a encore des petites problématiques de confidentialité, de choses comme ça. Donc, de manière générale, c'est pas plus mal qu'on prenne un petit peu de retard sur l'IA dans la partie Windows en tout cas. Donc, cette mise à jour, je l'applique sur mon ordinateur portable, qui est un ordinateur en Windows 11 famille. Donc, vous voyez ici, je suis bien en 24H2. J'ai fait la mise à jour le lendemain de l'annonce de la disponibilité en release preview, donc le 23 mai. Vous attendrez un petit peu si vous voulez cette version-ci, et la build, c'est la 2600.712. Cette build-ci, elle est release to customer, donc elle a passé les critères qualité nécessaires pour que ça construise des ISO pour pouvoir l'installer, et qu'elle soit disponible pour les partenaires Microsoft pour les installer sur les machines. Donc elle est relativement stable, mais c'est pas encore une version qui est censée être déployée pour tout le monde, donc c'est normal si vous l'avez pas encore tout de suite. Vous aurez juste à vérifier quand ce sera le bon moment, dans Windows Update, faire un petit refresh, donc rechercher les mises à jour, et si elle s'applique à votre machine, si elle est disponible en fonction de certains critères de compatibilité, vous l'aurez. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai fait la liste des fonctionnalités qui me paraissent intéressantes à vous présenter. Il y a des choses, je vais faire l'impasse, comme la sécurisation du noyau Windows avec Rust et tout ça. Je vais pas en parler plus que ça, parce que honnêtement, je vais dire, en tant qu'utilisateur Windows, on s'en moque, c'est pas quelque chose qu'on manipule, donc c'est pas quelque chose qui est hyper important à voir. Donc moi, je vous ai mis les fonctionnalités dans l'ordre de priorité, on va dire, en commençant par ce qui est visible tout de suite, que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Voilà, c'est des choses avec lesquelles on va jouer un petit peu. Et je vous ai mis enfin les compatibilités matérielles et l'intelligence artificielle, puisque c'est à la marge pour les utilisateurs officiels, on va dire, en France, qui n'ont pas fait des bidouilles pour activer tout ce qui est copilote. C'est quand même une grosse mise à jour, même s'il n'y a pas énormément de grosses choses. C'est quand même une mise à jour qui a pas mal de petits changements, donc je prends le temps de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Évidemment, si vous êtes pressé, vous avez en bas ici le résumé avec les chapitres, etc. Donc vous pouvez sauter de chapitre en chapitre si tout ne vous intéresse pas. On va donc faire connaissance avec cette version 24H2, donc version 24H2, qui est actuellement disponible en Release Preview Channel. Je vais vous en parler dans un instant. Donc si déjà vous voulez voir quelle version vous avez actuellement de Windows, donc vous allez dans vos paramètres, vous allez dans la section Système, et vous allez dans la section Information Système. Et là, vous aurez en bas l'édition de Windows qui tourne actuellement, donc c'est une Windows 11 famille dans mon cas, sur mon ordinateur fixe c'est une Windows 11 Pro, et j'ai donc une édition 24H2, donc je suis à jour, je me suis mis à jour au moment où j'ai vu cette sortie blog post, et puis j'ai pu me mettre à jour tout de suite, contrairement à mon ordinateur fixe qui n'est toujours pas à jour, je ne peux pas me mettre à jour. Il faut savoir que cette build
en particulier celle que je vous montre aujourd'hui, c'est la 26100-712. Alors c'est très probable que le numéro de build évolue un petit peu au moment où elle sera vraiment disponible au grand public, mais quoi qu'il arrive, cette version-ci est déjà disponible en ISO, etc. Donc c'est quand même une version qui est prête pour les clients du point de vue de Microsoft. Donc il peut toujours y avoir des petits couacs ou des bugs identifiés, mais ça donnera lieu à de nouvelles builds avec des mises à jour associées. Donc ça, c'était pour la version de la 24H2. Évidemment, vous avez le blog de Microsoft, donc ici l'Insider Blog, qui vous explique les changements. Donc pour vous mettre à jour, évidemment, vous attendez que Microsoft vous indique que vous pouvez vous mettre à jour. Donc éventuellement, vous pouvez juste cocher ici « Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles ». Donc ça vous permettra de les avoir aussi vite que possible. Et puis vous pouvez évidemment cliquer sur « Rechercher les mises à jour » si vous voulez les avoir un petit peu plus vite, puisque rechercher les mises à jour force la recherche de Windows Update. Mais c'est tout. N'allez pas chercher à gauche à droite comment forcer les mises à jour, c'est une très mauvaise idée. Par exemple, sur mon ordinateur fixe, j'ai essayé de forcer la mise à jour en 24H2. Ça se solde au deuxième reboot, donc une fois que la version est installée, par un échec de démarrage. Et heureusement, Windows revient en arrière et arrive à restaurer le système d'exploitation, mais ça ne démarre pas. Donc, si Microsoft vous dit que c'est pas le moment d'installer cette version-ci, et en particulier vous le dira en ne vous la proposant pas, voilà. Dans mon cas de figure, je suis en canal Insider Release Preview. Donc le programme Insider, n'importe qui peut y adhérer. Vous allez dans le programme Windows Insider et vous pouvez forcer ici. Moi je suis en Release Preview et donc c'est les versions, on va dire, les plus stables, celles qui ont déjà passé les canaux précédents. Vous voyez également que cette build est bien une GE-Release, donc normalement il n'y aura pas de souci particulier. Et vous avez les build notes ici qui sont maintenant disponibles. Alors ici pour le moment, vous avez donc ce que je vous ai montré, le canal Insider. Si vous êtes en Insider, vous aurez la version officielle, probablement dans votre langue, si vous attendez la sortie officielle de cette version 24H2. En termes d'exigences matérielles, donc pour faire tourner Windows 11 24H2, il y a eu une augmentation en fait de ce que votre machine doit supporter pour que ça fonctionne bien. Il y avait déjà eu évidemment à la sortie de Windows 11 certaines choses qui étaient nécessaires, donc le Secure Boot et des choses comme ça, pour que tout fonctionne bien, en particulier d'avoir du TPM et des choses de ce type-là, je pense que vous vous en rappelez. Microsoft, avec Windows 11 24H2, a rajouté 2 obligations, qu'on peut toujours contourner, hein, comme le reste, mais si vous voulez rester dans les clous et ne pas avoir de soucis aux mises à jour, il vaut mieux quand même respecter ce genre de prérequis. Ce sont les instructions SSE 4.2 et POP-CNT, qui sont des jeux d'instructions normalement que vous aurez sur tous les processeurs d'après 2007-2008, on va dire en gros, mais que quand même il y a une certaine partie du matériel qui existe, qui tourne encore à l'heure actuelle et qui peut-être équipe l'une de vos machines qui ne sera pas équipée de ce genre d'instructions. Donc Microsoft a remis à jour la liste des matériels compatibles, avec en particulier la liste des processeurs, que ce soit les processeurs Intel. Donc normalement, si vous êtes au-delà de la 8e génération, il n'y a pas de souci, mais en dessous de la 8e génération, vous pourrez avoir des soucis. Et pareil pour les processeurs AMD. Tous les processeurs normalement Ryzen sont bons, mais bon, vous pouvez éventuellement avoir quelques petits soucis, ça et là, avec quelques processeurs en particulier. Il y a aussi les exigences en termes de NPU, donc de coprocesseurs pour l'intelligence artificielle, alors qui ne sont pas obligatoires, mais si vous voulez faire pas mal de petites fonctionnalités, les Windows Studio Effects, de l'IA, des choses comme ça sur certains points, si vous n'avez pas de NPU, donc si vous n'avez pas d'accélération matérielle pour l'IA, vous ne pourrez pas activer les fonctionnalités. Mais ça n'empêchera pas de pouvoir utiliser Windows quoi qu'il arrive, et puis si l'IA ne vous intéresse pas, c'est pas un gros souci. Mais voilà, vous avez un changement en termes de prérequis matériels, donc renseignez-vous, surtout si vous avez une machine qui commence à être un petit peu vieillissante. Sinon, vous pourrez éventuellement avoir des petits soucis, soit pour faire la mise à jour, soit pour installer Windows 11 sur cette machine en question. Alors on va commencer avec l'explorateur de fichiers. Alors c'est pas directement l'explorateur de fichiers, c'est la manipulation de fichiers, mais je pense qu'en utilisant l'explorateur de fichiers, vous comprendrez bien l'idée générale. Donc l'explorateur de fichiers, c'est quand même un outil pivot primordial dans l'utilisation de Windows. On passe beaucoup par l'explorateur de fichiers, et il y a quand même eu un effort conséquent qui a été fait autour de l'explorateur de fichiers, mais aussi autour d'autres petites choses, comme par exemple le menu contextuel. Alors vous le savez si vous suivez mon contenu, de manière générale, je m'en cache pas, mais de manière précise sur Windows 11, je suis pas un grand fan de Windows 11. Ça fonctionne,
j'ai pas de souci particulier avec, mais je suis obligé quasiment de passer à Windows 11 si je veux les nouvelles fonctionnalités. Parce que malheureusement, Microsoft a décidé de ne pas mettre à jour Windows 10, en tout cas de le priver de toutes les mises à jour fonctionnelles qui sont super intéressantes qu'on trouve dans Windows 11. Alors ça se comprend, mais c'est aussi hyper pénible parce que Windows 10 c'était un super système d'exploitation, et une des choses que Microsoft a mis en place dans Windows 11, que j'ai jamais vraiment apprécié, c'est le menu contextuel. Alors le menu contextuel, vous verrez quand vous ferez un clic droit dessus, si évidemment vous n'avez pas fait mon astuce de rétablir le menu contextuel d'origine, vous verrez dans les actions rapides, donc celles qui ont été mises en avant par Microsoft dans Windows, vous avez maintenant un petit label en dessous, donc couper, copier, renommer, partager, supprimer, puisque probablement pour certains utilisateurs, c'était pas tout à fait clair ce que signifiait chaque icône, donc maintenant vous avez en dessous le petit texte qui va bien. Ce texte ne peut pas être supprimé, donc si vous préfériez en fait comment c'était avant, pas de choix, c'est comme ça que ça va se passer. Vous avez aussi, alors là je peux pas vous montrer grand chose, mais si vous regardez un fichier par exemple PNG, vous avez des informations additionnelles, en particulier ici, au niveau des détails et compagnie, vous avez le panneau qui vous affiche plus de détails et des informations additionnelles sur par exemple les fichiers PNG. Et l'autre petite chose extrêmement intéressante, et c'est pour moi un des plus gros points positifs de cette 24H2, c'est si vous faites un clic droit par exemple sur un ensemble de fichiers, vous avez une entrée qui s'appelle compresser vers. Donc vous pouvez évidemment toujours décompresser. Je vous montre tout de suite ici, si vous prenez un fichier tar.gz, vous pouvez ici cliquer et faire extraire tout. Donc ça c'est toujours présent. Mais si vous choisissez un lot de fichiers, vous pouvez maintenant compresser. Donc soit vous avez un menu de compression rapide qui vous permet de créer un fichier zip, un fichier 7zip, un fichier tar, soit vous allez dans options complémentaires. Dans ce cas-là, vous pouvez spécifier précisément ce que vous voulez. Donc où vous voulez créer cette archive, sous quel format vous voulez la créer. Donc vous avez un choix qui est quand même relativement généreux, même s'il n'y a pas tous les formats d'archives. C'est quand même compatible avec la majorité des systèmes d'exploitation que vous pourrez trouver. Et au-delà même du format, vous avez aussi le type, la méthode en fait de compression, pour vous rendre vraiment compatible avec la majorité des systèmes du marché. Donc des niveaux de compression aussi que vous pouvez régler, et la préservation des liens symboliques et des liens physiques. Donc si vous créez l'archive, je vous le fais ici en direct, vous allez avoir le fichier qui va être créé, qui est directement disponible à l'endroit où vous avez demandé, donc soit en accès rapide directement à côté des fichiers que vous avez sélectionnés, soit vous avez vu, spécifier quelle est la cible. Donc ça c'est vraiment un ajout super intéressant. Alors moi personnellement j'utilise 7zip, mais je pense qu'avec ce type de fonctionnalité directement intégrée, vous n'aurez plus nécessairement besoin d'installer ce type d'outil. Alors pour le meilleur ou pour le pire, c'est vous qui voyez si vous voulez remettre quand même ou pas. Vous aurez quand même des limitations, vous ne pouvez pas protéger l'archive avec un mot de passe par exemple, donc il y a des petites fonctionnalités que vous n'avez pas. Mais pour une installation par exemple, la première fois que vous installez Windows 11, avoir directement à disposition quelque chose pour compresser, décompresser, sans avoir besoin d'aller sur internet chercher un outil en plus, je pense que c'est quand même relativement intéressant. Donc voilà, c'était les petites nouveautés au niveau de la gestion de fichiers que je vous ai montré dans l'explorateur de fichiers, et je pense que c'est relativement pratique. En tout cas pour moi, c'est le gros plus, c'est pour dire, de cette version 24H2, si on met de côté tout le côté IA, qui est vraiment pour les gens qui en ont besoin. Ici, ça va vraiment être ce que vous pouvez retenir de cette version 24H2. Autre modification, et pas forcément pour le meilleur, c'est le panneau ici des Quick Actions de Windows 11. Alors si vous êtes habitué aux Quick Actions, comme moi par exemple, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. On vous a remplacé en fait des possibilités de customisation par l'intégralité des Quick Actions, mais un ascenseur. Je suis pas sûr qu'on soit gagnant dans l'histoire, c'est à vous de juger également. Moi je pense que c'est désastreux ce choix d'ergonomie, mais bon, c'est le choix de Microsoft à nouveau, et je ne comprends pas vraiment les gens qui travaillent sur le projet Windows. Je pense qu'ils sont à côté de la plaque sur beaucoup de sujets quand il s'agit d'ergonomie et de proposer des fonctionnalités aux utilisateurs, et c'est dommage. Donc avant, quand on faisait un clic droit sur d'ailleurs n'importe quelle icône, on pouvait rentrer dans un mode interactif où on pouvait supprimer la Quick Actions, et éventuellement réorganiser le Quick Actions. Alors réorganiser, normalement c'est possible, mais j'ai toujours pas trouvé comment on fait. Puis là, ma souris lag, donc j'ai un petit peu du mal à m'assurer que tout fonctionne, mais j'ai l'impression que même réorganiser, pour le moment, c'est pas super pratique à faire. Et supprimer, c'est hors de question, vous ne pourrez plus, pour le moment en tout cas, vous ne pourrez plus supprimer une entrée qui se trouve là. Donc c'est dommage parce que du coup, là-dedans, il y a plein de choses que je ne veux surtout pas avoir en Quick Actions, en particulier le mode avion. Voilà, je suis sur un ordinateur portable. Pour certaines personnes, le mode avion est peut-être pratique. Moi, je trouve ça désastreux parce que il suffit que je clique à côté du bouton où je voulais cliquer initialement et je vais lancer le mode avion, alors que je ne veux pas d'un mode avion. Jamais, j'en ai pas besoin en fait. Et donc, je préfère supprimer cette entrée
que l'avoir présente et pouvoir prendre le risque de cliquer dessus, soit par exemple en cliquant sur la flèche et en étant un tout petit peu à côté. Voilà, c'est des choses que j'enlève. Donc les sous-titres en direct, l'accessibilité, le point d'accès sans fil mobile, tout ça je vire parce que je n'en veux pas. Et j'ai plus cette possibilité, malheureusement maintenant, de faire ça. Alors pour autant, ce que revendique Microsoft, c'est que ce panneau-là est maintenant beaucoup plus rapide à l'affichage. Je m'en suis pas spécialement rendu compte, mais vous verrez vous à l'usage, si effectivement en cliquant dessus, il s'affiche plus rapidement au premier démarrage, au second démarrage et tout ça. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des petites fonctionnalités en plus. Donc par exemple, si vous allez ici sur la petite flèche des réseaux Wi-Fi, vous aurez la liste de vos réseaux Wi-Fi, et vous aurez ici une petite actualisation, donc un bouton pour forcer l'actualisation de vos réseaux Wi-Fi proches. Donc c'est des petits ajouts, vous avez là-dedans, vous avez dans VPN, si vous avez l'entrée VPN, vous aurez aussi l'interface graphique VPN qui a été modifiée, et vous avez, je crois aussi, peut-être le menu accessibilité qui a été un petit peu modifié, avec des accès rapides plus rapides. Donc voilà, 2-3 petites choses qui ont été remaniées dans ce menu-là. Je trouve pas ça idéal, mais au moins Microsoft retravaille un petit peu sa copie sur ces entrées ici. Un autre pan de Windows, c'est la synchronisation avec votre smartphone. Donc vous avez maintenant 2 applications pour gérer ça. Alors je sais pas pourquoi 2, j'ai pas compris, mais vous avez ce qui s'appelle Phone Link, qui s'appelle en français mobile connecté, que j'ai désactivé sur l'ordinateur portable parce qu'en fait je l'utilise sur le fixe et j'en ai pas besoin sur l'ordinateur portable, mais vous pouvez synchroniser votre smartphone Android et iPhone, et je vous ai fait une vidéo dédiée sur Phone Link, donc vous pourrez aller regarder. Vous pouvez partager vos SMS, vos appels téléphoniques, vos contacts, prendre à distance la main, on va dire, sur une application de votre smartphone, des choses comme ça, donc c'est assez intéressant. Mais vous avez aussi une deuxième application quelque part, ou un deuxième moyen de vous connecter à votre smartphone, et ça se trouve dans Bluetooth et appareil. Vous avez appareil mobile, et vous verrez ici que vous avez la possibilité de gérer des périphériques. Donc vous avez une entrée rapide vers mobile connecté, ce que je viens de vous montrer, puis vous avez ici le lien ouvrir mobile connecté, mais vous avez aussi gérer des périphériques, et ça c'est une autre application qui permet aussi de se connecter sur son smartphone. Donc vous verrez ici mon smartphone est disponible, et par exemple, je vous l'avais aussi montré dans une version précédente de Windows 11, vous avez la possibilité, avec les mises à jour Moment, de récupérer rapidement la dernière photo, la capture d'écran que vous avez prise sur votre smartphone. Donc c'est assez pratique, et tout ça c'est remis à jour, donc ça fait partie des fonctionnalités qui évoluent dans Windows 11. Une super fonctionnalité qui est associée donc à gérer les appareils mobiles et mobile connecté, donc Phone Link, qui s'appelle aussi lien avec Windows quand on est sur un appareil Android comme un téléphone Samsung. Donc vous voyez, il y a des nommages qui sont un petit peu compliqués, des applications multiples qui sont un petit peu compliquées, et j'aimerais que Microsoft facilite un petit peu la tâche, mais vous verrez apparaître donc dans la gestion des appareils mobiles une nouvelle entrée qui s'appelle utiliser comme appareil photo connecté. Avec cette technique, quand vous avez un ordinateur compatible, un smartphone compatible, sans que les deux aient besoin d'être reliés avec un fil, donc pas besoin de câble USB, pas besoin d'être connecté en filaire sur un réseau, etc., vous pouvez utiliser votre smartphone comme appareil photo ou comme webcam. Et ça doit vous faire penser à la fonctionnalité qui existe aussi dans l'univers d'Apple. Alors je pense qu'Apple était précurseur pour une fois sur ce type de fonctionnalité, ils étaient les premiers à la mettre en place, et c'est un petit peu moins évolué sur l'environnement Microsoft, mais ça fonctionne avec tous les téléphones Android compatibles, évidemment. Donc il faudra bien associer avec la gestion des appareils mobiles, bien associé avec mobile connecté, donc qui vous permet, je vous l'ai dit, de récupérer vos appels téléphoniques directement sur l'appareil Windows, les SMS, les applications et tout ça, mais ça vous permettra aussi, donc si vous vous rendez dans l'application ici, c'est l'application là qui gère votre appareil photo et votre caméra, donc ça s'appelle caméra dans Microsoft, vous avez en haut à droite donc la petite icône qui est là, qui permet de basculer entre les différentes caméras de l'appareil, et si vous faites la bascule qui est ici, vous allez voir, ça me dit bascule sur S23, donc le téléphone est verrouillé, je déverrouille le téléphone, et là vous allez voir la caméra du S23 en direct. Et vous pouvez donc utiliser la caméra arrière du S23 ou la caméra avant, si vous voulez utiliser la caméra avant, peu importe. Vous pourrez utiliser la caméra avec la possibilité donc d'y mettre des effets, si vous voulez y mettre des effets, donc vous savez, les flous, les trucs comme ça, et suspendre, si vous voulez temporairement arrêter la diffusion de l'image de votre smartphone. Donc c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de grosses limitations
à ce fonctionnement-là. Donc moi, je trouve ça bien fait et ça fonctionne tel quel. J'ai vraiment pas galéré pour le faire fonctionner. Super fonctionnalité, ce truc-là, qui servira pas à tout le monde, mais si vous avez comme moi une webcam toute moisie, en tout cas j'ai un défaut matériel maintenant dedans, j'ai dû mettre un choc ou je ne sais pas, mais l'image est toute floue, avec ça, vous pouvez avoir une super qualité de vidéo, en fait, quand vous faites une visio avec votre appareil Windows. Maintenant, je trouve que 2 applications pour gérer des appareils mobiles, au sens large, en tout cas des smartphones, des choses comme ça, c'est trop. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais en tout cas, vous avez des améliorations autour de la gestion des appareils mobiles, donc ça peut être intéressant si vous utilisez des smartphones connectés à Windows. Vous avez également la possibilité d'avoir des améliorations autour de la gestion d'énergie. Alors la gestion d'énergie, rien de nouveau, c'est juste que maintenant, en fait, vous avez certains réglages historiques qui ont été rebasculés dans le monde Windows 11. Donc vous pouvez soit faire clic droit sur l'icône batterie et paramètres de puissance et de mise en veille, et vous noterez que chez Microsoft, personne n'a encore eu la jugeote de vous permettre, surtout sur un ordinateur portable, de basculer rapidement entre vos profils d'énergie, passer en équilibré, en performance, en économie d'énergie. C'est malheureux, c'est toujours pas le cas, et quand vous cliquez ici, vous avez aussi économiseur d'énergie, mais vous n'avez pas la possibilité de basculer, en fait, de changer de mode rapidement. Donc c'est dommage, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Vous voyez qu'ici je peux cliquer et déclencher l'économiseur d'énergie. Donc l'économiseur d'énergie, c'est quand vous êtes en fin de batterie pour essayer de limiter un petit peu les ressources. Donc ça enlève la transparence, ça économise un petit peu le processeur et ça va limiter l'impact sur la batterie. Mais vous n'avez pas de réglage rapide pour la batterie. Il faut aller dans les paramètres, donc avec le petit clic droit, qui va vous emmener directement donc à la bonne section, c'est-à-dire dans la section système, batterie et alimentation. Et dans cette section-là, vous allez voir que les menus sont remaniés pour pallier à l'absence qu'il y avait jusqu'à présent des menus historiques de gestion d'énergie. Donc vous avez des recommandations d'énergie qui étaient déjà là, la bascule de mode d'alimentation, c'est ce que je vous dis, ça devrait être une option de premier plan, surtout quand on est sur un ordinateur portable. Vous avez des réglages autour des délais d'expiration pour basculer avec un écran de veille, un écran de verrouillage, des choses comme ça. Et ça, vous commencez à reconnaître ces réglages-là. Ce sont les réglages qui étaient dans PowerConfig, powercfg.cpl, je crois. Alors je fais ça de tête, mais il me semble que c'est un élément de panneau de config qui permettait de gérer historiquement en tout cas, qui vous permettait de gérer tout ce qui est option d'alimentation. Voilà, c'est ce panneau-là que j'espère normalement vous reconnaissez avec les paramètres de mode. Et vous voyez ici ce que je vous montre à droite, la bascule avec les désactivations, etc. Donc normalement, ce que vous voyez ici est ce qui est là, même si on ne reconnaît pas les valeurs que j'ai saisies ici dans le panneau qui est ici, je ne sais pas pourquoi. Vous avez aussi donc l'économiseur d'énergie. Vous pouvez choisir si vous voulez l'activer, le désactiver en permanence. Vous avez la possibilité de choisir à partir de quel pourcentage batterie il se déclenche et réduire la luminosité pour encore augmenter l'autonomie de votre ordinateur portable si vous avez un ordinateur portable. Vous avez aussi des informations sur l'utilisation de batterie. Et ici, un autre truc qui était historiquement dans ce panneau de gestion d'énergie, qui est le contrôle en cas d'appui sur un bouton ou de manipulation de votre ordinateur portable, donc ouverture ou fermeture du couvercle. Et donc vous pouvez décider si la machine doit se mettre en veille prolongée, rester allumée, etc., en fonction de ce que vous préférez faire. Donc rien de nouveau, on va dire, dans l'idée. C'est à peu près similaire à ce que vous pouviez déjà faire avant, c'est juste que vous avez des menus modernes, donc maintenant vous avez normalement une meilleure ergonomie, c'est plus intégré dans Windows 11, et c'est très bien, petit à petit, de venir déplacer les réglages historiques dans les nouveaux menus de Windows. Donc ça c'est pas mal. Petite chose aussi à noter, alors malheureusement comme j'ai pas pu passer sur la 24H2 sur mon fixe, je pourrais pas vous montrer, mais l'icône sur PC et l'icône sur ordinateur portable est différente, puisque sur ordinateur portable, quand vous activez l'économie d'énergie, vous avez quelque chose qui représente une batterie, puisque vous avez une batterie sur un ordinateur portable. Sur ordinateur fixe, vous avez plus quelque chose avec une petite feuille pour dire vous économisez un petit peu d'énergie. Voilà, donc c'est aussi un petit ajustement graphique qui s'adapte au type de machine que vous avez. Autre grosse nouveauté de Windows 11, très grosse nouveauté de Windows 11, mais je ne vous la mets pas en tête de gondole, on va dire, parce que pour moi, elle était dispensable dans son exécution, parce qu'on avait déjà des alternatives qui existaient, ils auraient pu réutiliser quelque chose qui existait déjà. Mais très bonne initiative de la part de Microsoft, c'est l'introduction de sudo, ou sudo, suivant comment vous prononcez, pour Windows. Alors, c'est pas la version Linux, puisqu'on n'est pas sur un système Linux, mais dans l'esprit, c'est la même chose que sous Linux, c'est-à-dire une élévation de privilèges pour pouvoir exécuter des commandes, des programmes, en étant avec élévation de privilèges, donc en étant sous Windows, on va dire, administrateur de la machine.
Donc l'idée générale est pas mal, et l'autre point, donc vous avez déjà un site, enfin sur le blog Microsoft, vous avez une page qui vous explique comment ça fonctionne, avec des vidéos, des concepts, des choses comme ça, et la ligne de commande si vous voulez directement activer la fonctionnalité en ligne de commande avec un sudo config, et la possibilité aussi d'avoir quelques exemples, donc il vous explique comment ouvrir dans une nouvelle console, comment fonctionnent les 3 modes, comment fonctionne l'élévation de privilèges et tout ça, et surtout comment ça fonctionne techniquement, avec les élévations de privilèges, le principe général de communication. Donc ça, c'est déjà super bien fait en soi, d'avoir un article aussi complet sur le fonctionnement de cette fonctionnalité. Mais vous avez aussi le projet open source de Microsoft, puisque sudo de Microsoft est open source. Et ça, j'aimerais voir beaucoup plus de briques de Windows open source de ce type-là, parce que ça donne confiance dans la manière dont l'implémentation est faite. C'est pas des briques critiques de Windows, mais en termes de sécurité et en termes de fonctionnalité, ça peut être assez critique. Et donc, c'est sympa d'avoir ce type de choses open source. Et sur des choses qui manipulent soit de l'élévation de privilèges, donc la sécurité, soit vos données personnelles avec, je pense, de l'IA, la transparence de l'open source est, je pense, quelque chose auquel Microsoft devrait beaucoup plus réfléchir. Il y a encore des équipes chez Microsoft qui ne fonctionnent pas en open source, et c'est dommage, on le verra à la fin avec Recall par exemple, qui mériterait pour moi d'être open source. Juste pour compléter la chose, il y avait déjà gsudo qui existait, qui est utilisé en particulier si vous utilisez Winget et Winget UI, c'est ce qui est utilisé par Winget UI pour faire les élévations de privilèges. Ça marchait très bien, c'est un projet qui est super mature, on va dire, qui fonctionne avec plein de shells, alors que sudo il est tout neuf, donc potentiellement vous allez avoir des soucis au démarrage. Alors comment ça fonctionne sudo ? Vous allez dans les paramètres ici de Windows, vous allez dans les paramètres système. Donc évidemment, et je vous le redis une dernière fois, vous pouvez activer sudo directement en ligne de commande si vous préférez, sinon vous pouvez le chercher par exemple en tapant sudo dans votre moteur de recherche des paramètres Windows. Donc vous avez les paramètres sudo, vous pouvez directement aller à la section d'activation, mais moi je vous montre le chemin. Donc vous allez dans système, espace des développeurs. Donc ça, c'est uniquement destiné au développement, donc attention, ce sont des fonctionnalités qui sont un petit peu quand même critiques, et vous allez voir là-dedans, activer sudo, donc vous voyez ici. Donc vous pouvez déployer le menu qui se trouve ici, pour avoir tous les réglages, vous l'activez. Vous avez une élévation de privilège, qui va être une élévation de privilège unique, c'est-à-dire vous dites, oui, je veux que sudo ait l'autorisation de faire et un rôle en fait administrateur, donc pour pouvoir exécuter des fonctionnalités, et vous allez dans, ici, inline, pour pouvoir déclencher directement les commandes, comme si vous étiez dans le même terminal, dans le même shell en fait, dans lequel vous vous trouvez. Alors vous pouvez régler tout ça est expliqué dans le blog, je ne reviens pas dans les détails avec les 3 modes, etc. Je pense que vous comprenez, nouvelle fenêtre, inline ou avec entrée désactivée. À vous de voir, moi je le fais inline et je vous montre juste ce que ça peut donner. Donc on va ouvrir un Windows Terminal classique ici. Donc si vous tapez par exemple Notepad directement dans Windows Terminal, ça va vous ouvrir un Notepad en utilisateur classique. Mais si vous tapez sudo Notepad, dans ce cas-là, le Notepad qui va vous être fourni est un Notepad, vous voyez ici, avec la possibilité d'avoir du super utilisateur. Et donc ça, c'est particulièrement pratique si vous voulez, par exemple, modifier des fichiers sur lesquels vous n'avez pas les droits de modification. Donc ensuite, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez faire du sudo pour lancer une application, pour lancer une ligne de commande si vous voulez. C'est pratique, moi je trouve, en particulier pour lancer des programmes directement en super utilisateur. Alors il y a d'autres moyens de le faire, mais comme ça vous avez directement les droits d'administrateur sur le programme en question. Et donc ça fait des élévations de privilèges rapides. Donc ça peut être un outillage assez pratique. Si vous voulez lancer un installeur, par exemple, un fichier MSI ou un fichier exe avec des droits supplémentaires. Voilà, c'est une fonctionnalité qui est intéressante, qui est totalement optionnelle, je vous l'ai montré, qui n'est pas de toute façon activée par défaut, et si vous choisissez de l'activer, vous pouvez la régler pour qu'elle s'ajuste à vos besoins. Donc à vous de voir si vous en avez besoin. En tout cas, c'est une belle initiative de la part de Microsoft. Et ce que j'apprécie, c'est donc, je vous l'ai dit, l'open source. Ça, c'est quand même super sympa. Et puis l'ouverture aussi, parce qu'ils disent bien que voilà, il y a une alternative que je vous ai présentée, qui est gsudo, qui fonctionne très bien. Et ils se cachent pas de dire que c'est pas une alternative à gsudo, parce que sudo de Windows est, pour le moment en tout cas, moins puissant que gsudo. Les réglages continuent à évoluer. Alors, je vous ai montré le principal, ce qui me paraissait être le plus intéressant, c'est-à-dire tout ce qui est gestion d'énergie. Pour moi, c'est le gros du boulot. Mais il y a d'autres petits trucs qui ont été mis à jour. Alors, je peux pas vous montrer tout dans le détail parce que je suis même pas sûr
que j'ai le matériel nécessaire pour tout vous montrer, mais vous avez normalement dans la partie ici en microphone. Je vous le montre en live, ce sera plus facile, comme ça j'ai pas le souci de connecter un microphone et d'avoir les problèmes pendant l'enregistrement. Donc vous allez dans les paramètres, rubrique système et son, et vous avez deux grosses sections qui sont les sorties. Donc par exemple, les sorties, ce sont évidemment les haut-parleurs, le casque et tout ça, avec la possibilité de voir l'aperçu global de tous les produits connectés et puis de régler les volumes. Et vous pouvez rentrer dans chaque produit pour avoir des informations additionnelles. Et pareil donc pour l'entrée. Pour l'entrée, vous voyez que vous avez un petit volume qui est disponible, le volume ici qui évolue en temps réel, donc le microphone enregistre, quand on est en tout cas dans cette page en permanence, ce qui vous permet de voir si le microphone sélectionné, donc ici c'est le microphone de ma webcam, s'il est fonctionnel et à quel volume il enregistre. Donc on peut rentrer dans la section du microphone en question, donc la sous-section en fait, choisir le produit. Ici, on est donc sur le microphone donc, de cette webcam qui est une Logi 4K, webcam Logitech, je vous laisse voir le test si ça vous intéresse. On continue à voir en temps réel le volume qui évolue et on peut lancer un test. Donc vous voyez ici, démarrer le test. En dessous, vous avez le mode de test. Donc si vous voulez cibler des applications de communication, donc tout ce qui est Teams, WhatsApp et compagnie, donc ce que Windows va utiliser pour faire de la communication du temps réel. Et vous avez aussi là-dedans la possibilité de sélectionner un enregistrement classique, donc par défaut. Donc ici, on va le mettre en par défaut. Je fais démarrer le test. Ceci est un test de volume de microphone. Donc on voit que ça enregistre en live. Le volume a été déterminé à 36%, donc par rapport à l'éloignement du microphone. Je fais lire. Ceci est un test de volume de microphone. On voit le retour et ça vous permet de vérifier si le microphone enregistre bien ou pas. Donc ici, ma machine est un petit peu chargée, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des petites saccades, que ce soit sur le curseur de souris, mais aussi sur l'enregistrement audio. De manière générale, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci particulier. Et vous avez des améliorations audio qui étaient déjà là. Et c'est dans ce contexte-là que vous aurez en plus des capacités IA pour enlever les bruits de fond, les choses comme ça. Dans la partie système, stockage, alors j'utilise le réglage là pour vous en parler, mais vous avez en particulier BitLocker qui est maintenant quasiment un prérequis pour installer Windows 11. Il faudra justifier de sa désactivation plutôt que vous proposer de l'activer. Donc c'est un choix qui a été fait, alors pourquoi pas, mais c'est très sécurisant d'avoir BitLocker, et c'est même une bonne chose d'avoir un démarrage sécurisé et BitLocker, surtout quand on est sur des machines portables. Je vous conseille pas d'emmener une machine portable avec vos données personnelles si vous n'avez pas le disque chiffré. Mais bon, c'est le choix de Microsoft d'augmenter le niveau de sécurité par défaut au détriment des gens qui peut-être n'en ont pas besoin, n'en veulent pas ou veulent utiliser d'autres manières de chiffrer leur disque. Vous avez aussi quelques nouveautés qui ont été ajoutées dans la partie confidentialité, sécurité, localisation. Donc ça, c'est dans l'idée générale de Windows et qui est plutôt bonne, je pense, quand même, de mieux vous demander quand une application nécessite des services qui peuvent avoir un impact sur votre vie privée. Donc la localisation et les choses comme ça. Alors, ce serait bien que Windows se l'applique à lui-même, en fait. Donc que par défaut, le système d'exploitation Windows vous demande lui-même pas mal d'autorisations avant de commencer à envoyer des données. Même si vous pouvez désactiver de la télémétrie et tout ça, c'est pas nécessairement bien fait par défaut. Mais en tout cas, dans localisation, vous avez la possibilité d'aller consulter les activités récentes, donc quelles applications demandent de la localisation, et autoriser le remplacement. Je ne sais pas si c'était là par défaut, mais ça permet de mieux gérer la localisation quand vous êtes en connexion distante. Donc des petites choses intéressantes au niveau des réglages, il y en a probablement d'autres dans tous les menus, hein, évidemment, c'est remanier, c'est bouger, etc., c'est ajuster. Mais l'idée générale, c'est vraiment que Microsoft continue le travail qui a été initié avec Windows 8, je dirais, de refonte vraiment des paramètres. Donc après ça, il y a eu Windows 10 et Windows 11, et c'est toujours pas fini. Ce menu des paramètres n'est toujours pas abouti, mais ça devient quand même super intéressant. Parce que maintenant, dans le menu des paramètres, vous pouvez quand même gérer tout ce qui est alimentation, etc. Donc la gestion de la machine, on va dire, au sens électricité, batterie. Vous pouvez gérer le stockage, vous pouvez gérer votre sécurité, votre confidentialité, et vous pouvez gérer aussi pas mal de réglages qui étaient historiquement réservés à des menus plus traditionnels, en particulier des menus très complets maintenant,
autour de la gestion filaire, la gestion sans fil, le Bluetooth et tous les appareils. Donc je pense que maintenant, on va dire que Windows 11 est relativement complet en termes de paramétrage. Il manque toujours des choses, suivant si vous êtes utilisateur, joueur, professionnel, etc. Il y aura toujours ça et là des petits trucs qui ne seront pas à leur place, mais dans l'ensemble, c'est quand même plus complet. Alors je vais basculer aussi sur le support matériel, puisque dans Windows 11, vous avez des améliorations au niveau du support matériel. Donc vous avez en particulier la gestion des imprimantes qui s'améliore, en particulier avec le mode d'impression protégé de Windows. Alors ça remplace le mode historique de fonctionnement où chaque imprimante vient avec ses drivers et compagnie. Vous avez maintenant des manières normalisées et sécurisées de se connecter à des imprimantes. Alors si votre imprimante est compatible, vous pouvez activer ce mode-là. Il faudra avoir que les imprimantes compatibles ou vous devrez rester dans le mode historique. Et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'avoir ce mode d'impression protégé plus moderne et on va dire plus sécurisant pour votre machine. D'autres petites choses aussi, c'est dans la partie réseau. Si jamais vous êtes en connexion Wi-Fi, comme ça peut être parfois mon cas, maintenant vous avez le support du Wi-Fi 7. Alors, moi je ne peux pas vous montrer parce que j'ai une carte Wi-Fi 6E, mais vous aurez, donc si vous allez dans les détails du réseau quand vous êtes connecté sur un réseau, vous aurez l'affichage du Wi-Fi 7 et le support correct de la fonctionnalité Wi-Fi 7. Et de la même manière, vous aurez aussi ce qui va avec l'USB 4, la norme USB 4, vous aurez le support des périphériques en USB 80 Gb par seconde, donc la nouvelle norme qui double évidemment le débit par rapport aux USB 40 Gb seconde. Donc maintenant, ces périphériques-là seront correctement reconnus et gérés par le système d'exploitation. Donc c'est principalement des périphériques qui ont besoin qui gèrent le stockage, donc tout ce qui est clé, disque, adaptateur SSD, des choses de ce type-là, c'est principalement eux qui ont besoin de ces gros débits et peut-être quelques docks. Mais en tout cas, c'est compatible maintenant avec cette partie de la norme USB 4, donc Windows 11 est plus complet sur le matériel géré, le matériel moderne. Une petite chose que je voulais vous montrer, si je clique sur démarrer ici, ou si j'appuie sur la touche démarrer de mon clavier, peu importe, mon menu démarrer est mort. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive sur cette version-ci, pourtant ça fait que quelques jours que je l'utilise. Je trouve vraiment qu'il manque d'énormes cônes de chantier sur Windows 11. C'est un chantier permanent et il y a quand même quelques instabilités notoires. Alors ça dépend du matériel que vous avez, tout ça, mais il y a quand même pas mal de fois, il y a des petits soucis. Alors on peut récupérer cette situation-là rapidement, je vais vous montrer. Mais avant, je voulais vous montrer, donc pour pouvoir la récupérer, je démarre le gestionnaire des tâches. Et vous voyez ici la nouvelle petite icône du gestionnaire des tâches. Alors pour pouvoir régler ce problème-là, moi je vais juste tuer l'explorateur Windows, et puis je vais le redémarrer, donc je vais faire exécuter une nouvelle tâche, Explorer, je fais entrer, et normalement mon explorateur de fichiers, donc ma barre Windows, etc. va revenir, et je vais être en mesure en fait de continuer à vous faire cette vidéo. Voilà, c'est revenu, donc on voit ici mon menu démarrer remarche, ça me permet comme ça de vous montrer donc que le gestionnaire des tâches a un tout petit peu évolué, et si on regarde gestionnaire ici, donc vous verrez qu'il y a la belle nouvelle icône similaire en fait à toutes les nouvelles icônes de Windows 11. Donc c'était une icône qui n'avait pas été remaniée alors que l'application est complètement nouvelle dans Windows 11. Donc c'est encore une autre incohérence de développement dans la gestion en fait Microsoft de Windows 11. Une application refaite de fond en comble mais qui n'a pas l'icône moderne associé. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais vous verrez donc que le gestionnaire des tâches a évolué. Alors pas de grand chose, mais il y a quelques petits réglages. Quand vous faites des clics droits, vous verrez que vous aurez des petites entrées différentes, la gestion des services un petit peu différente, etc. Donc c'est pas grand chose, mais toujours des tout petits ajustements autour de ces applications. Au chapitre des applications maintenant, je vous ai mis ici un petit résumé pour appuyer mon propos. Mais vous aurez deux groupes d'applications qui vont évoluer. Vous avez 3 applications qui disparaissent de Windows 11, c'est-à-dire que si vous passez en 24H2, ces applications auront disparu. Vous avez Cortana. Alors pour les gens qui aimaient Cortana, c'est triste, mais de toute façon, vu ce qu'était devenu Cortana, j'en avais fait une vidéo dédiée. Bon bah tant pis. C'est vraiment dommage que ce ne soit pas devenu le cœur de l'IA de Microsoft, mais bon, ils ont raté le coup, je pense, ils ont raté le coche. Alors c'était Trombone ou Cortana, je pense, les deux candidats pour faire une IA parfaite chez Microsoft. Ils n'ont pas réutilisé ces personnages, c'est un petit peu dommage. Vous avez Tips, donc, qui était l'application qui vous permet d'avoir des infos sur la nouvelle version de Windows, des choses comme ça. Donc ça disparaît. Et puis l'application historique WordPad, qui a priori disparaît elle également. Donc ça, c'est des applications qui sont supprimées. Donc même si vous les avez installées, une fois que vous serez passé en 24H2, normalement vous ne les aurez plus au redémarrage suivant. Par contre, vous avez des applications qui, elles, ne seront pas installées par défaut,
si jamais vous installez Windows 11. Mais vous pourrez toujours aller dans Windows Store et les installer. Donc, il y a un côté ici dépréciation, suppression d'applications. Donc ça, c'est Cortana Tips pour WordPad. Il y a un côté débloat, je ne sais pas comment l'appeler, c'est-à-dire faire en sorte que Windows soit plus simplifié, ne pas vous mettre par défaut un tas d'applications dont vous n'avez pas besoin, mais c'est à vous de les ajouter, le cas échéant, si vous utilisez ce genre d'application. Donc voilà, à vous de voir si vous avez besoin du calendrier, des mails, de la cartographie, de la gestion de vos contacts, et puis d'une petite application pour lire vos fichiers vidéo. Vous ajouterez manuellement les applications si vous installez Windows 11. En parlant d'installation, et ça c'est pareil, je vous mets à l'écran un espèce d'avant-après, et quand vous allez installer Windows 11, et je vous montre pas tous les écrans, je vous montre juste 2 écrans que j'ai trouvés sur internet, vous aurez les menus d'installation qui sont un petit peu remaniés, donc qui font un peu moins l'ancienne. Ça devait être les écrans qui dataient de, je pense, au moins de Windows 7, donc voilà, quelque chose un peu plus récent. Et on voit par exemple l'écran d'accueil qui lui emmène directement sur le choix réparer ou installer, alors qu'avant, on avait l'impression que réparer était presque un menu caché. Enfin, et le gros du morceau, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, c'est la partie IA, et pourtant, je vous dirais que autant où je suis peut-être pas admiratif, mais j'aime beaucoup le travail que fait Microsoft sur Office Copilot, sur GitHub Copilot, que j'utilise au quotidien, les deux, et que je trouve vraiment bien fait sur beaucoup de fonctionnalités. Peut-être tout n'est pas parfait, mais il y a vraiment des choses très très utiles. Autant où sur l'IA dans Windows, je trouve que c'est un désastre. Il passe à côté de la plaque, et je suis très content d'être en Europe, où de toute façon, par défaut, la majorité des fonctionnalités d'IA sont désactivées pour des raisons de confidentialité, d'accès aux données personnelles et des choses comme ça. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez activer certaines fonctionnalités d'IA, mais vous verrez que dans la majorité des cas, les fonctionnalités d'IA ne sont pas activées sur Windows 11, et je ne vous recommande pas de passer à la 24H2 pour des raisons d'IA. Vous allez perdre des fonctionnalités avec Windows 11 24H2, et à mon avis, les fonctionnalités d'IA qu'on vous propose ne sont pas encore à la hauteur, et loin d'être à la hauteur. Donc, vous avez une nouvelle application Copilot. Donc moi, vous voyez, je n'ai pas d'application Copilot, et je ne peux pas installer d'application Copilot, puisque par défaut, en France, on n'a pas l'application Copilot. On peut l'activer, on peut bypasser cette restriction, mais par défaut, on ne l'a pas. On a aussi, si on a Copilot Windows, donc si vous avez le petit menu Copilot intégré à Windows, vous avez de nouvelles commandes, de nouveaux réglages qui sont accessibles, par exemple directement à la voix ou en tapant du texte, nettoyer des choses, donc nettoyer votre espace disque, nettoyer la corbeille, des trucs de ce type-là. Ça marche pas très très bien quand on regarde des Américains qui pourtant, Copilot est fait nativement pour la langue anglaise, même des Américains ont du mal à bien interagir avec, donc autant vous dire qu'en France, je ne suis pas persuadé que ce soit une priorité d'avoir Copilot dans Windows. Il faudra voir si les équipes Windows arrivent à redresser la barre, mais moi je pense que c'est un ratage, la version Copilot Windows. Je ne comprends pas comment on peut être aussi nul pour implémenter de l'IA dans Windows, alors qu'ils sont peut-être pas aussi bons, mais bons en tout cas, pour le mettre dans de l'Office ou dans du GitHub, donc pour du développement, dans du VS Code, dans le GitHub, des GitHub Actions, des trucs comme ça. Bon, bref, ça c'est des choses que je comprends pas. Le truc par contre qui peut être sympa, qui peut intéresser certains d'entre vous, c'est la fonctionnalité Voice Clarity. Alors Voice Clarity, je crois pas, c'est pareil, qu'elle soit disponible sur toutes les machines, mais vous pourrez quand même, normalement, même si vous n'avez pas de NPU, donc de coprocesseur, IA et compagnie, vous pourrez avoir accès à Voice Clarity. Voice Clarity permet d'améliorer, on va dire, l'enregistrement vocal avec de l'IA. Donc, par exemple, d'enlever du bruit de fond, d'enlever des choses comme ça. Le problème de Voice Clarity, c'est qu'il vient avec les Windows Studio Effects, qui sont, eux, pour le coup, limités aux personnes qui ont des machines avec NPU, etc. Donc, c'est avec l'IA accélérée par matériel. Donc, normalement, lui n'a pas besoin d'accélération matérielle, mais j'ai pas les Windows Studio Effects sur ma machine, je ne sais pas si je pourrais les avoir, mais normalement vous aurez Voice Clarity sur les machines AMD, Intel et les processeurs ARM, donc vous aurez la possibilité sur toutes les éditions a priori de Windows de l'activer. Et bon, je pense que c'est des limitations aussi géographiques et j'ai pas envie de les contourner sur mes installations. Voilà, en tout cas c'est intéressant si vous faites beaucoup de calls. Voilà, donc si vous cherchez les Windows Studio Effects côté Microsoft, vous aurez normalement dedans Voice Clarity qui sera décrit, et puis quelques exemples. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà avant, mais qui sont quasiment désactivées chez tout le monde. Il y a très peu de matériel sur lequel ça tourne.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité-là, donc à part le fait qu'il n'y a pas besoin de NPU pour l'utiliser, elle sera utilisée dans les applications éventuellement qui utilisent votre microphone. Donc, si vous avez, je sais pas, du Snapchat, du Teams, des trucs comme ça, vous pourrez activer du Voice Clarity et donc avoir une meilleure lisibilité audio, on va dire, pour votre microphone. Ça peut être intéressant. Une chose que vous aurez, quoi qu'il arrive, et ça c'est plutôt pas mal, c'est dans les réglages système de Microsoft, vous aurez, comme vous avez les composants système de Windows, vous avez les composants IA. Donc si vous avez besoin d'activer des composants IA, vous pourrez voir ici si ces composants sont installés ou pas. Donc moi, vous voyez, j'ai rien du tout d'installé. Donc ça veut dire que Windows Recall, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'imagine, si vous avez du Clarity, enfin du Windows Studio Effects ou du Recall, vous aurez les composants qui seront indiqués ici, et vous pourrez les activer, les désactiver, les supprimer, le cas échéant. Et donc la grosse fonctionnalité, celle qui est beaucoup mise en avant par Microsoft, c'est Windows Recall. Donc Windows Recall, c'est un élément de Copilot plus PC. Donc Copilot plus PC, c'est un nom commercial au-dessus de Windows 11, pour décrire des machines Windows 11 qui ont des capacités IA. Et c'est pour ça que dans Windows 11, vous avez des entrées IA. Vous avez un enregistrement qui est disponible. Donc directement, vous allez sur le blog Microsoft. Je vous remettrai le lien de toute façon pour que vous puissiez aller le consulter. Vous avez donc un exemple d'utilisation de toutes ces fonctionnalités-là, dont du recall. Et le recall, donc si vous voulez savoir en gros à quoi ça ressemble, alors de toute façon, moi je ne peux pas vous le montrer, puisque de toute façon, alors même si on peut bypasser les contraintes techniques, normalement il faut un coprocesseur NPU pour pouvoir le faire, donc un coprocesseur IA, toujours un coprocesseur d'accélération matérielle pour de l'IA. Recall, en gros, c'est, imaginez un petit bonhomme sur votre épaule qui va photographier en continu tout ce que vous faites sur votre machine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça respecte quand même d'une certaine manière de la confidentialité, puisque normalement, d'après Microsoft, mais c'est pas de l'open source, il n'y a pas de moyen de s'en assurer, c'est censé rester sur votre machine. Mais ça veut dire que quoi que vous fassiez, que vous tapiez des mots de passe, que vous alliez dans des sites où vous avez envie d'un peu de confidentialité, que vous ouvriez des documents très personnels, photos de famille ou autre, Recall va capturer ce genre de choses. L'idée, c'est de vous dire ce que vous avez fait dans la journée, dans le mois, etc. De vous rappeler éventuellement des choses que vous auriez oubliées, du genre où est-ce que j'ai collé mon fichier machin, je me rappelle pas. Ça peut être extrêmement intéressant sur le principe, et ça je ne le nie pas, mais c'est extrêmement intrusif aussi dans la manière d'être fait. Donc Recall est optionnel, donc si vous ne voulez pas l'activer, vous ne l'activez pas. C'est quand même le gros intérêt de ce type de choses. Et ça vous propose en fait ce qu'on voit ici, c'est une frise chronologique que vous avez en haut, et qui vous rappelle en gros ce que vous avez fait sur la machine au cours de la journée. Donc, si vous jugez ça intéressant, vous pouvez creuser Windows Recall, etc. Mais moi, je ne vais pas mettre l'accent sur ce type de fonctionnalité. On verra quand ce sera disponible peut-être sur plus de machines, quand Microsoft aura donné des certitudes sur la manière dont sont traitées les données personnelles, que ça ne sort pas de la machine, et que vous pouvez avoir la garantie que ça ne sortira jamais de la machine, quoi qu'il arrive, quels que soient les choix futurs de Microsoft, parce que ça c'est aussi le problème, c'est bien que ce soit désactivé peut-être maintenant, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 1 an, dans 2 ans, etc. Microsoft n'est pas obligé de tenir des engagements précis. Donc voilà, moi je vous conseille pas nécessairement d'utiliser ce type de fonctionnalité. Il y a beaucoup de fonctionnalités d'IA qui sont très intéressantes. Avoir quelque chose qui vous enregistre en permanence, moi je trouve que c'est pas hyper intéressant. Je suis même pas sûr que vous en ayez l'usage ou le besoin. Voilà. Un historique de navigation dans un navigateur suffit par exemple largement. À vous de voir en fonction ensuite de vos besoins. Donc voilà en ce qui concerne l'IA, vous m'excuserez si c'est pas très précis ou très visuel, mais de toute façon, en France, je vous le redis une dernière fois, officiellement, normalement, vous n'êtes pas censé utiliser des fonctionnalités d'IA. C'est pas déployé géographiquement en France, il faut des cas particuliers pour avoir de l'IA intégrée dans Windows. Donc, si vous utilisez du Copilot et tout ça, c'est possible, mais il faut contourner certaines restrictions géographiques. Et pareil, vous pouvez activer donc Recall, etc., mais il faudra contourner certaines limitations matérielles, géographiques et compagnie. Donc moi, je ne vais pas vous expliquer comment on fait, parce que je ne vous conseille pas de le faire. Attendez que le nécessaire soit fait pour que vous puissiez le déployer, et normalement, vous devriez ensuite pouvoir en profiter. Voilà. Après ça, il y a d'autres fonctionnalités que je trouve très intéressantes dans la 24H2, je ne vous ai pas tout montré. Juste pour conclure, il y a des petites choses que j'ai trouvées sympas. En particulier, si vous allez dans les paramètres, vous avez une aide pour les déficients auditifs. Donc si vous avez des appareils auditifs, vous avez dans les paramètres de Microsoft
vous avez des sections spécifiques, et je vous mets ici une incrustation pour vous montrer, pour votre appareil auditif, pour régler la clarté en fait de ce que vous entendez, les réglages oreille gauche, oreille droite, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant intégrées dans Windows, qui sont aussi intégrées dans Android. Pour les gens qui cherchent ce type de fonctionnalité, c'est super pratique pour passer un coup de fil ou pour écouter le son de votre smartphone directement sur vos appareils auditifs. Donc voilà, ça c'est des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, sur lesquelles je pense Microsoft aurait beaucoup plus intérêt à communiquer pour expliquer qu'ils sont au service de leurs utilisateurs, alors que les composants d'IA sont pour le moment extrêmement gadgets dans leur implémentation. Alors c'est sûr, c'est tape à l'œil, mais je trouve que ça aide moins les utilisateurs de Windows. Voilà le tour d'horizon, le panel de ce que je pouvais vous montrer des fonctionnalités de Windows 11. Et il y en a d'autres, mais ce sera à vous ensuite de creuser dans les changelogs détaillés si vous voulez voir comment tout ça s'articule dans votre mise à jour de Windows 11. L'autre dernier truc qui est super important à connaître, le retrait de Windows Mixed Reality. Je suis tombé dessus par hasard. En fait, je cherchais un peu à consolider mon changelog autour de la 24H2. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Je le serai jamais, mais je voulais vous donner le maximum d'informations. Et en cherchant dans les sections, les subreddits et compagnie, je suis tombé directement sur cette information-là. Alors, il s'avère en fait que Microsoft a communiqué sur le retrait progressif, on va dire, de Windows Mixed Reality. Alors, ça ne veut pas dire que les appareils ne seront plus opérationnels, mais quand même, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des soucis de fonctionnement de certains casques avec certaines fonctionnalités soit de réalité augmentée, donc, soit pour les utilisations dans Steam et compagnie. Je sais pas à quel point les produits ne fonctionneront plus ou fonctionneront partiellement, mais du coup, c'est comme un peu le Gear VR. Je vous avais fait une vidéo du Gear VR Samsung sur mon smartphone Samsung. Samsung a décidé d'arrêter le support logiciel, du coup, le produit, il est mort. Et là, c'est un peu le même genre. Si Microsoft décide d'arrêter le support de la plateforme Windows Mixed Reality, tous les casques Mixed Reality Windows, forcément, vont avoir des soucis à fonctionner correctement. Donc, surtout, si vous êtes dans cette situation où vous utilisez un casque de ce type, ne mettez pas à jour en 24H2, vous allez être obligé de rester en 23H2 pour conserver le support correct de ces casques. Voilà, et il y a peut-être d'autres choses derrière tout ça qui sont enlevées. Alors je vous l'ai dit, il y a Cortana, WordPad, des choses de ce type-là. Et vous voyez, c'est là où il y a certaines personnes qui vont dire « Moi je m'en moque, ça n'a pas d'impact, c'est pas quelque chose que j'utilise », mais à partir du moment où on l'utilise, c'est le genre de pratique que je ne cautionne pas du tout. Il faut assumer, quand on vend un produit, il faut essayer de le maintenir aussi longtemps que possible. Et là, je pense que Microsoft, clairement, ne fait pas l'effort. Pourtant, ils ont commercialisé, avec Acer et d'autres marques, des casques, et je pense qu'ils ne font pas le suivi nécessaire pour ce type de produit. Même si c'est devenu peut-être à la marge, même s'il n'y a plus autant d'utilisateurs, c'est trop tard, ça a été commercialisé, il faut faire le nécessaire pour que ces produits ne partent pas à la benne. Voilà en ce qui concerne cette mise à jour version 24H2 de Windows 11. Si vous avez fait l'upgrade donc dans cette version, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires de la vidéo, parce que moi je vous partage à chaque fois non seulement la liste des fonctionnalités, mais je vous explique aussi ce que j'en pense. Et je suis utilisateur moi-même de logiciels d'IA, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer Ollama et compagnie, mais j'utilise aussi au quotidien Copilot, donc dans sa version de Microsoft 365, donc pour tous les outils de la suite Office, et puis Teams et compagnie, mais aussi j'utilise l'IA Copilot dans GitHub, donc pour tout ce qui est développement logiciel, donc je ne suis pas opposé à l'introduction de l'IA dans les outils que j'utilise, et dans Windows en particulier. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est que l'IA dans Windows est particulièrement mal conçue, et avec les sujets assez importants quand même de vie privée, de données collectées, de choses comme ça, sur lequel Windows est déjà pas mal attaqué, parce que c'est vrai que Microsoft ne fait pas les choses correctement, en tout cas essaye de mieux faire les choses, mais c'est toujours pas idéal, eh bien c'est vrai que les fonctionnalités d'IA peuvent faire peur à beaucoup de personnes, et moi je les comprends, moi aussi, j'ai pas forcément envie que la fonctionnalité Recall, par exemple de Microsoft, ait des ratés, envoie dans le cloud de Microsoft mes données personnelles, des données un peu sensibles, on va dire, que j'ai envie de garder chez moi sur ma machine, et que j'ai pas envie de partager avec Microsoft ou les partenaires de Microsoft. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, qu'on ait envie d'utiliser des fonctionnalités d'IA ou pas, préserver sa vie privée, c'est quand même important, et donc tout ce qui doit tourner en local, il faut avoir des garanties que ça part jamais vers les serveurs de Microsoft. Donc quoi qu'il arrive,
Windows 11, ça reste quand même, une mise à jour, enfin un OS agréable à utiliser. Je lui préférais largement Windows 10, mais j'ai pas le choix. Si je veux profiter, bah, de toutes les améliorations en termes de support matériel, en termes de, d'ergonomie, vous savez, pour les snap layout et compagnie, il faut du Windows 11, donc j'ai pas eu le choix de faire la mise à jour à un moment donné. J'aurais pu rester évidemment sur Windows 10, mais ergonomiquement, c'est quand même moins pratique. Par contre, bah, il y a une contrepartie à passer à Windows 11. Contrepartie en termes de performance, contrepartie, bah, en termes de choix, que fait Microsoft. En particulier, vous le connaissez et c'est toujours pas réglé, mes, critiques assez vives sur le menu démarrer qui est raté dans Windows 11 et qui reste raté et qui, je pense, restera raté tant que Microsoft persistera dans cette optique, de faire un espèce de menu, trop simpliste et qui ne fait rien. Je vous laisse voir, je vous mettrai ici en surimpression, ce que Microsoft veut faire dans le menu démarrer pour mettre les widgets, mais vous allez voir qu'ils partent vraiment dans des délires, extraordinaires quand on voit que le menu de Windows 10 était plutôt pas mal et marchait bien. Et puis, je vous ai montré aussi les quick settings qui sont déplorables en termes d'ergonomie, de mon point de vue. Voilà, donc tout n'est pas rose, tout n'est pas idéal, mais au moins la version 24H2 permet encore d'avoir des petites améliorations. Et quand on utilise Windows au quotidien, c'est vrai que tous ces petits apports-là par rapport à Windows 10, dans Windows 11, on est quand même plus à l'aise de manière générale pour travailler, pour se divertir, pour utiliser sa machine. Donc, c'est à la fois appréciable, mais voilà, il y a des petites nuances à chaque fois, tout n'est pas parfait, et j'espère qu'un jour, Microsoft arrivera à prendre en compte tous les retours d'utilisateurs pour faire en sorte que Windows soit votre système d'exploitation et pas le leur, et que vous puissiez l'adapter à vos usages plutôt qu'être obligé de rentrer dans le moule de ce que maintenant Microsoft veut vous imposer. Donc c'est, je vous l'ai dit, le menu démarrer, l'emplacement de la barre des tâches, la taille de la barre des tâches, la taille du menu démarrer qui n'est plus redimensionnable, toutes des petites choses qu'on avait l'habitude de faire avant, qu'on peut faire sur d'autres systèmes d'exploitation, mais qu'on peut pas faire maintenant sur Windows et on sait pas trop pourquoi. Voilà, moi je vous ai dit, je vous reverrai pour le sujet Windows 11, parce qu'évidemment j'ai plein d'autres thématiques sur ma chaîne, mais je vous reverrai sur le sujet Windows 11 dès que l'IA sera vraiment disponible en France, avec le respect en fait, de tout ce qui est réglementation européenne. Dans ce cas-là, on parlera de l'IA de Windows, avec le copilote Windows, et comme ça je pourrais vous montrer quelques fonctionnalités qui peuvent éventuellement être intéressantes pour utiliser sa machine au quotidien. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette version 24H2, j'ai essayé moi de vous partager ce que j'en pensais. Vous avez donc une bonne idée du contenu fonctionnel de cette mise à jour et de mon ressenti sur cette version. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Windows ou sur d'autres thématiques. Au revoir!